C'est quoi exactement la pression? Et quel rapport entre la force et le mouvement? Je vais vous expliquer cela dans cette vidéo, parce que ces notions de physique vont servir dans de prochaines vidéos. Alors, dans nos pneus, on met de l'air. C'est un mélange composé d'environ 80% de diazote et de 20% de dioxygène. Ça coûte pas cher et ça marche plutôt bien. Le diazote est une molécule constituée de 2 atomes d'azote, et le dioxygène est une molécule faite de 2 atomes d'oxygène. Ces molécules sont très petites par rapport à la distance qui les sépare les unes des autres, et elles n'ont pas d'influence l'une sur l'autre à moins d'être au point de se toucher. Elles se déplacent en ligne droite, à vitesse constante entre 2 chocs. Des chocs soit entre molécules, soit entre une molécule et une paroi du contenant. Alors oui, les objets soumis à la gravité ont des trajectoires paraboliques. Mais ici, la distance parcourue entre 2 chocs est si courte que leur mouvement est considéré comme rectiligne uniforme. On peut simuler cela avec une animation dont je mets le lien dans la description. Je commence par mettre de l'air dans mon contenant. On voit que les molécules, représentées par des billes, se choquent et choquent les parois. À chaque choc, évidemment, elles changent de direction et de vitesse. Et c'est là où ça devient intéressant. Pour changer de direction ou de vitesse, il faut que la molécule subisse une force, et elle exerce alors une force réciproque. Cela signifie que lorsqu'une molécule heurte une paroi et rebondit, elle exerce une force sur la paroi. Comme il y a un très grand nombre de molécules, des milliards de milliards dans chaque millimètre cube, il y a en permanence un grand nombre de molécules qui rebondissent. On a donc une force moyenne constante et répartie uniformément sur la surface. Cette force est donc proportionnelle à la surface sur laquelle les molécules rebondissent. On peut donc écrire cela, F égale P fois S, avec S la surface en mètres carrés et F la force en newtons. Cette force est appliquée au centre de la surface. Le coefficient P est ce qu'on appelle la pression. On se doute qu'elle va dépendre de la violence et de la fréquence des chocs des molécules sur la paroi. On va analyser cela dans pas longtemps. Mais d'abord, du point de vue des unités, on a P égale F sur S, donc P est en newton par mètre carré. On a donné un nom à cette unité, c'est le Pascal, en hommage à Blaise Pascal. Son nom c'est Pascal, son prénom c'est Blaise. Ça se pose là quand même comme prénom, Blaise. C'est presque balèze mais sans le A. Enfin bref, pour avoir une idée de ce que vaut 1 Pascal, sachez que la pression atmosphérique est en moyenne de 1013 hectopascales, c'est-à-dire 101 300 pascals. Donc on voit qu'on a tout de suite de très grands nombres avec les pascals. C'est pour ça qu'on utilise les hectopascales, voire les mégapascales en contrainte des matériaux. Et c'est pour cela aussi qu'on utilise souvent d'autres unités, comme le kilogramme par centimètre carré, qu'on appelle le bar, et le PSI. Alors le kilogramme par centimètre carré, c'est pas une vraie unité. Ça suppose que on a une intensité de pesanteur de 10 newtons par kilogramme. Et à ce moment-là, c'est la pression qui permet de soulever 1 kg sur 1 cm². On a 1 bar égale 1 kg par centimètre carré égale une atmosphère, égale 100 000 pascals, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal. Nos amis anglo-saxons, eux, ils utilisent le PSI ou PSI pour pound square inch. C'est la pression qui supporte une livre sur une surface de 1 pouce carré. Alors pour convertir les PSI en bar ou réciproquement, voilà comment ça se passe. Une livre égale 0,454 kg et 1 pouce égale 2,54 cm. Donc on fait 0,454 divisé par 2,54 au carré, ce qui donne 0,0704 kg par cm carré pour 1 PSI. Et à l'inverse, 1 bar, qui vaut 1 kg par cm carré, est égal à l'inverse de 0,0704, est égal à 14,2 PSI. Mais les physiciens utilisent uniquement le pascal. Enfin, ils s'accommodent du bar en prenant 1 bar égale 100 000 pascal.
Alors revenons maintenant à nos molécules qui heurtent les parois. Quelle est la force exercée lors du rebond de la molécule sur une paroi? Lors du rebond, la molécule change de direction. Si on décompose son vecteur vitesse en deux composantes, une composante Vt tangente à la surface et une composante Vn normale à la surface. Normale, ça veut dire perpendiculaire, mais c'est plus court. On constate qu'après le choc, la composante Vt n'a pas changé, seule la composante Vn a changé de sens. Cela signifie que la force exercée par la paroi sur la molécule est normale à la surface, et la force réciproque exercée par la molécule sur la paroi est aussi normale à la surface. C'est un premier résultat important à retenir. La force exercée par la pression est perpendiculaire à la surface. Alors, il est temps maintenant de donner la relation entre la force et le changement de vitesse. La quantité de mouvement, c'est le produit de la masse fois la vitesse. Elle se note Q, donc Q est égal à m fois v. Par définition, la force est la dérivée de la quantité de mouvement, ce qu'on note F égale dq sur dt. Quand on exerce une force pendant une durée delta t, eh bien, la force moyenne est égale à la variation de quantité de mouvement delta q sur la durée delta t. Par exemple, ce galet de 15 kg, je le tiens immobile en exerçant une force qui compense son poids. La somme des forces qu'il subit est nulle. Quand je change la valeur et la direction de ma force, la somme des forces n'est plus nulle et le galet accélère. Si en le poussant ainsi pendant 0,4 secondes, ce galet passe de 0 m par seconde à 6 m par seconde. Sa quantité de mouvement est passée de 0 à 15 fois 6 égale 90 kg m par seconde. Et on peut en déduire que la somme des forces qu'il a subies pendant cette durée a une valeur moyenne, F égale delta Q sur delta T, égale 90 sur 0,4 égale 225 newtons. Cette force est dirigée dans le sens de l'accélération. Si je lance le galet, la force est dirigée dans le sens du mouvement, ce qu'on appelle une force motrice. Alors que si je reçois le galet et le freine, la force que j'exerce est dirigée dans le sens opposé au mouvement, ce qu'on appelle une force résistante. Alors, pour une particule de masse m qui heurte la paroi avec une vitesse Vn normale à s, elle arrive avec une quantité de mouvement orientée vers la surface Q1 égale m fois Vn, et elle repart avec une quantité de mouvement Q2 égale moins m fois Vn, égale moins Q1, puisqu'elle va en sens inverse. Donc, la variation de la quantité de mouvement vaut Q2 moins Q1 égale moins 2m fois Vn. Si le choc a une durée delta t, la force exercée sur la molécule lors du choc est F égale 2 fois m fois Vn sur delta t. Le signe moins signifie que la force est dirigée vers la gauche car j'ai choisi un sens positif vers la droite. Et donc la force réciproque de la molécule sur la surface est F' égale moins F égale 2m fois Vn sur delta t. Dirigée vers la droite, donc dans le sens qui pousse la surface. Pour analyser ce qui se passe avec un grand nombre de molécules, on comprend bien que ça va être vite compliqué, car les molécules n'ont pas toutes la même vitesse et elles se déplacent dans toutes les directions. On va commencer par simplifier le problème en considérant que les molécules ont toutes une masse m identique. Elles sont dans un cube de côté L. Elles vont toutes à la même vitesse u. La vitesse, on va la noter u. On va considérer qu'elles se déplacent toutes dans la même direction gauche-droite. Les molécules font des allers-retours entre les deux faces opposées du cube. En pratique, c'est impossible à tenir car les chocs entre molécules les feraient rapidement dévier dans toutes les directions. Mais cette hypothèse simplificatrice va nous permettre d'établir facilement la relation entre la pression et la vitesse des molécules. Chaque molécule se déplaçant à une vitesse u, elle fera un aller-retour en un temps t égale 2L sur U. Sur une face, elle produira donc un choc périodiquement toutes les t secondes, et ce choc qui dure une durée delta t produira une force F égale 2 fois m fois U sur delta t. Donc en moyenne, chaque molécule produit une force moyenne sur la période t qui se calcule par F moy égale F fois delta t sur t, soit F égale 2mu sur t. Et comme t égale 2L sur u, on a F égale 2m fois u sur 2L,
soit F égale m fois U carré sur L. Si on considère l'ensemble des molécules dans le cube, on aura donc sur les deux faces opposées de surface S égale L carré, une force F égale m fois U carré sur L. Donc une pression P égale F sur S, soit P égale m fois U carré sur L fois L carré. Donc P égale m fois U carré sur L cube. Or, L cube est le volume V du cube. Donc on aura sur les deux faces une pression P égale m fois U carré sur V, avec V le volume du cube. Et une pression nulle sur les quatre autres faces, puisque dans notre hypothèse, les molécules ne les heurtent pas. En pratique, ce qui se passe, c'est que les chocs entre molécules font qu'elles se déplacent dans toutes les directions, et que la pression est uniformément répartie sur toutes les faces. Donc les forces se répartissent sur 6 faces au lieu de 2, soit une surface 3 fois plus grande. Et comme P égale F sur S, la pression est donc 3 fois plus faible. Le résultat est donc une pression uniformément répartie sur les 6 faces du cube, qui vaut P égale 1 tiers fois m fois U carré sur V. U, c'est la vitesse quadratique moyenne des molécules, c'est pas loin d'être la vitesse moyenne des molécules, et on va voir qu'on va pouvoir la calculer. En effet, on sait que 1 mètre cube d'air à la pression atmosphérique pèse 1,2 kg. Donc si P égale 10 puissance 5 pascal et V égale 1 mètre cube, m égale 1,2 kg, et cette info suffit à calculer la vitesse. On a U carré égale 3 fois P fois V sur m, et je pose le calcul, je vois que c'est facile, 3 sur 1,2 ça fait 2,5, donc on a U égale racine carrée de 25 fois 10 puissance 4, ce qui fait 5 10 puissance 2, c'est-à-dire 500 mètres par seconde, même pas besoin de calculatrice. 500 mètres par seconde, ça fait 1800 km/h. Elles sont bien énervées les petites molécules, hein. Et encore, c'est la moyenne, il y en a qui vont beaucoup plus vite. Alors donc on voit que la pression est proportionnelle à la masse m de gaz enfermé, c'est-à-dire finalement c'est lié au nombre de molécules d'air dans le pneu par exemple, ce qui est tout à fait logique puisqu'il y aura plus de chocs sur les parois. Et on voit que la pression dépend aussi de la vitesse, et cette vitesse au carré, ça correspond à la température. C'est pour ça que quand la température augmente, la pression augmente aussi. Hein, donc la cause microscopique, c'est que la violence des chocs augmente, et donc chaque choc exerce une force plus importante. On a donc P fois V égale 1 tiers de m fois U carré, et en remplaçant la masse de gaz et la vitesse quadratique moyenne par leur équivalent, quantité de molécules et température, on obtient la relation des gaz parfaits, PV égale nRT, avec R un coefficient appelé constante des gaz parfaits, et T la température absolue, en Kelvin. En effet, si on refroidit un gaz, ce qui revient à ralentir ses molécules, sa pression diminue, et le graphique qu'on obtient en portant P en fonction de T est une droite. Si l'on prolonge la droite jusqu'à obtenir P égale 0, on obtient la valeur du zéro absolu de température à environ moins 273 degrés Celsius. Cette température, c'est 0 Kelvin. À cette température, les molécules sont figées, donc elles ne heurtent pas les parois, donc il n'y a aucune pression. La relation entre le Kelvin et les degrés Celsius, c'est qu'il faut ajouter 273 au degré Celsius pour avoir les Kelvin. Cette unité de température permet d'avoir une relation mathématique simple de proportionnalité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ciao!